Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi que vous soyez si nombreux. Je tiens à remercier le Forum financier de cette invitation qui me vaut le plaisir de faire cet exposé aujourd'hui avec un menu qui est un menu chargé et dans lequel il a déjà fallu faire un choix. Parler des actualités fiscales en Belgique où les choses en matière fiscale évoluent toujours extrêmement rapidement. Ça implique toujours d'essayer de choisir quelques mesures qui sont un peu plus emblématiques que les autres ou un peu plus importantes que les autres. Alors j'aborderai trois sujets aujourd'hui. Il y a bien sûr beaucoup plus de choses dans l'actualité d'aujourd'hui et sans doute dans l'actualité de demain. Ces trois sujets, c'est la nouvelle taxe sur les comptes titres, la taxation des revenus immobiliers étrangers pour les personnes physiques, et puis un petit mot quand même sur les contrôles fiscaux et en particulier la question des contrôles fiscaux à distance. Alors on va commencer par la taxe sur les comptes titres et l'origine de cette taxe, comme souvent en Belgique, c'est l'annulation d'une autre taxe. Il y avait une loi du 7 février 2018 qui avait déjà instauré une taxe sur les comptes titres. Le gouvernement de l'époque, comme celui d'aujourd'hui, semble considérer que pour taxer le patrimoine, c'est ce biais-là qu'il faut privilégier avant tout. Cette taxe du 7 février 2018 a, sans grande surprise, il faut bien le reconnaître, été annulée par la Cour constitutionnelle par un arrêt du 17 octobre 2019. On s'y attendait parce que cette taxe laissait apparaître un certain nombre de discriminations dont je dirais un tout petit mot tout de suite. Ce qui est particulier, mais c'est fréquemment le cas en matière fiscale, et c'est peut-être une préoccupation qu'il faut exprimer, c'est que la Cour constitutionnelle, tout en annulant cette taxe, a maintenu les effets de cette taxe jusqu'en septembre 2019. C'est-à-dire, elle a annulé pour le passé, mais pas pour l'avenir. Elle a annulé pour l'avenir, mais pas pour le passé. Ce qui est important parce que ça signifie que cette taxe sur les comptes titres, qui a été déclarée contraire à la Constitution, eh bien, il a quand même fallu la payer et ceux qui l'ont payée n'en obtiennent pas le remboursement. Et en soi, il faut bien reconnaître que c'est extrêmement choquant quand on voit la plus haute juridiction du pays qui dit le Parlement de l'époque a violé la Constitution, ce qui est tout de même grave, et qui en même temps dit mais malgré tout, on va maintenir les effets de cette disposition qui est contraire à la Constitution. Donc on a commis des discriminations, mais on les maintient pour le passé. Simplement, il ne faut pas que ça continue. C'est inquiétant parce que, et ce n'est pas du tout la première fois, ni la dernière, je pense, en matière fiscale, que la Cour constitutionnelle agit ainsi. Attention, elle a le droit de le faire, c'est prévu dans la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, mais on a quand même tendance à se dire, à mon avis, qu'il n'est pas normal qu'une disposition qui est contraire à la Constitution puisse quand même avoir des effets et qu'on puisse être obligé de payer des impôts qui ne sont pas conformes à la Constitution. Quand on a une certaine idée de l'état de droit, ça peut paraître assez choquant. Mais je vous répète, c'est permis à la Cour constitutionnelle qui a, il faut le dire, une certaine tendance, peut-être en raison de sa composition, mi-judiciaire, mi-politique, qui a une certaine tendance à avoir beaucoup de respect pour le budget de l'État. Les motifs de cette annulation, eh bien, il y avait une exclusion qui était manifestement déraisonnable de certains actifs, certificats immobiliers, billets de trésorerie, et puis la loi présumait sans motif sérieux que chaque titulaire d'un compte individu possède une part proportionnelle au nombre des signataires. Quand la Cour constitutionnelle constate une discrimination, le législateur peut avoir trois attitudes. Un, tant pis, on ne revote pas cette législation puisqu'elle est contraire à la Constitution. En matière fiscale, c'est assez rare parce que quand on a trouvé
une taxe, mais en général, le gouvernement fédéral n'a pas vraiment envie de s'en séparer, et ce sont des recettes, et il n'a pas envie de l'annuler, de la laisser pourrir, de la laisser disparaître. Ou bien, il faut réparer les discriminations. Il y a deux façons de réparer les discriminations. Lorsque, comme ici, on constate qu'il y a des gens qui sont taxés et il y en a d'autres qui ne le sont pas parce qu'il y a des exceptions. Ou bien, on va réduire la taxation au niveau le plus bas sans qu'il y ait discrimination. Donc, on va plutôt réduire les impôts. Il y a des gens qui payaient des impôts qui n'en paieront plus. C'est rarement ce qu'on choisit aussi. En général, quand l'État perd devant la Cour constitutionnelle, il va tenter de résoudre la question en allant par le haut, si je puis dire, c'est-à-dire en supprimant suffisamment d'exceptions pour qu'il y ait beaucoup plus de gens qui doivent payer la taxe, pour qu'il n'y ait plus de discrimination, parce que comme ça, tout le monde doit payer. C'est évidemment ce qu'a fait ce gouvernement-ci. On a essayé de faire disparaître les discriminations en supprimant des exceptions. Donc, lorsque la Cour constitutionnelle avait tranché, il y avait un challenge pour le gouvernement, parvenir à instaurer une nouvelle taxe, cette fois qui ne soit pas susceptible de tomber de nouveau sous l'effet d'une mesure de la Cour constitutionnelle, et en gardant la notion de compte-titre. Pourquoi? Parce que dans un compromis, pour ceux qui étaient déjà dans le gouvernement précédent, accepter un impôt sur le patrimoine qui a déjà existé, c'est toujours plus facile que d'en accepter un qui soit plus large ou qui soit sur autre chose. Et puis le deuxième challenge pour les fiscalistes, c'est d'essayer de faire annuler cette nouvelle taxe quand même, parce que c'est un impôt sur la fortune et qu'en général, les fiscalistes n'aiment pas trop les impôts sur la fortune. Quelles sont les règles de base de cette nouvelle taxe? Eh bien, on va maintenir, avec quand même quelques nuances, on va maintenir l'idée que ce sont les comptes-titres que l'on taxe. C'est-à-dire, comment définit-on le compte-titre? C'est des comptes sur lesquels des avoirs financiers peuvent être crédités ou débités. Ça comprend donc des avoirs financiers, ça peut être de toutes sortes, ça peut être des actions, des obligations, des produits dérivés, des certificats fonciers, toutes sortes de choses, des bons du trésor, tout ça, ce sont des avoirs financiers. Et lorsqu'on a un compte-titre, il peut arriver aussi qu'il existe aussi sur ce compte-titre de l'argent, des liquidités qui peuvent provenir par exemple du fait qu'on vient de vendre des titres, eh bien, ça fait partie du compte-titre aussi. Et donc, attendez-vous à ce que je vous dise et je vous le dirai, c'est aussi taxé si ça se trouve sur un compte-titre, alors que le même argent qui se trouverait sur un compte à vue normal ne serait pas taxé. Alors, qui va-t-on taxer? Eh bien, ce sont ceux qui ont des comptes-titres alors qu'ils sont des résidents belges, et ce, attention, tant si le compte est en Belgique qu'à l'étranger. Évidemment, on ne fait pas le cadeau aux résidents belges qui ont des comptes à l'étranger de leur dire vous échappez à l'impôt, il va de soi qu'ils vont être taxés de la même façon. Par contre, ce qui est peut-être un peu moins logique, c'est que si le titulaire est non résident, vous avez un résident chinois qui a un compte-titre dans une banque belge, eh bien, il va être soumis aussi à l'impôt, à la taxe sur les comptes-titres, dès le moment où le compte est détenu auprès d'un intermédiaire belge. Ce n'est pas une très bonne affaire pour les banques belges et les autres organismes financiers, parce que le résident chinois dont j'ai parlé, ou français, ou tout ce que vous voulez, il ne va pas vraiment avoir envie de venir ouvrir un compte-titre dans une banque belge, alors que s'il va n'importe où dans le monde, il échappe à ce même impôt. Donc, on est en train de casser un petit peu le marché des banquiers belges, en l'occurrence en prévoyant cette taxe pour des gens qui n'habitent pas en Belgique. Alors, que va-t-on taxer? C'est la valeur moyenne des instruments financiers imposables au cours de la période de référence.
La période de référence, c'est 4 trimestres. Et ça aurait été trop simple de dire 4 trimestres, c'est-à-dire un an. Non, 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 non. 4 trimestres à partir du 1er octobre jusqu'au 30 septembre. Et donc, on prend la valeur moyenne à, à la fin de chaque trimestre, donc au 31 décembre, au 31 mars, au 30 juin et au 30 septembre. Et c'est la moyenne des 4, parce que bien entendu, sur un compte titre qui bouge, où on perçoit des intérêts, des dividendes, on vend, on achète, etc., il n'y a pas de raison pour que le montant soit le même à la fin de chaque trimestre, c'est-à-dire lors de chaque période de référence. Avec une nuance importante, si vous avez un compte titre dont la valeur moyenne est inférieure à 1 million d'euros, vous échappez à la taxation. Mais attention, si vous avez 1 million et 1 euro, vous êtes taxé non pas sur l'euro en plus qui dépasse, mais sur le tout. C'est-à-dire que ce n'est pas une franchise. On ne va pas vous dire vous êtes exonéré sur 1 million. Non. Si vous avez moins d'1 million, vous ne payez rien. Si vous avez plus d'1 million, vous payez sur le montant total à partir du premier euro et pas seulement l'excédent. Alors faites le calcul comme vous voulez. Si vous avez 1 million et 1 euro, en payant le 0,15% montant de la taxe, à la fin de l'année, vous serez plus pauvre que si vous aviez 999 999. Il y a donc un petit effet de seuil qui joue. Je dis petit parce que le taux est quand même que entre guillemets, de 0,15. Et quels sont les titulaires que l'on va taxer? Eh bien, on taxe les comptes titres des personnes physiques, même en indivision. Attention, si le compte atteint 1 million d'euros, et même s'il y a plusieurs titulaires, eh bien, on va taxer le compte. Alors, c'est pas très logique, mais il ne faut pas toujours chercher la logique dans la taxation. Ce sont des choses qui sont souvent assez incompatibles. Et donc, si vous avez 5 héritiers qui ont gardé un compte titre avec 1 200 000 euros, les 5 héritiers qui ont, s'ils ont des droits égaux, en réalité seulement 240 000 euros chacun, ils sont taxés parce qu'on taxe le compte qui dépasse 1 million, 1 million d'euros. Tandis que si vous êtes un seul des héritiers, que vous avez scindé ce compte il y a avant le 1er octobre dernier, et que vous avez un cinquième d'1 200 000, c'est-à-dire 240 000 euros, ou même si vous avez 800 000 euros, eh bien vous ne payez rien. Et donc il est suivant que l'on a gardé un compte commun ou que l'on a réparti, on va payer plus ou on va payer moins. Je vous dis tout de suite, il y a des mesures anti-abus. Ce n'est pas le moment maintenant de vite aller diviser vos comptes joints entre plusieurs personnes pour en faire plusieurs comptes. Ça ne marche pas. Il y a une mesure spéciale qui a été votée pour empêcher ce genre de mesures. Entre nous, on peut se demander si dans ce cas-là, l'abus, c'est la réaction du contribuable ou c'est cette aberration qui consiste à dire que si plusieurs personnes ont mis leur argent en commun sur un compte, ils sont taxables, même si aucune d'entre elles n'a en réalité le million d'euros qui est le plancher de la taxe. On taxe aussi les comptes des constructions juridiques si le fondateur est belge. En gros, si vous avez un compte en Suisse, que ce soit à votre nom ou au nom d'une société du Panama, c'est une mauvaise idée, mais il y a des gens qui ont encore ce genre de choses, vous avez une taxation qui est due en Belgique aussi, parce que vous savez que vous devez déclarer les revenus de la construction juridique et vous devez aussi payer pour les comptes titres de la construction juridique et que par hypothèse, la société panaméenne est une construction juridique. Et donc, ce n'est pas une solution de revenir à cette mauvaise idée que d'avoir des sociétés dans des paradis fiscaux. Ça ne règle rien. Parce que de toute façon, si vous êtes le fondateur de cette société, vous allez payer tant pour les revenus par transparence que pour la construction, que pour le compte titre de la construction juridique elle-même.
attention, les constructions juridiques, ça va plus loin que la société panaméenne. Nous allons le voir tout de suite. Ça peut concerner aussi des assurances. Par contre, les sociétés belges qui ont des comptes titres ne payent pas. C'est un compte c'est une taxe qui est prévue pour les personnes physiques, y compris les personnes physiques qui ont des constructions juridiques qui doivent être traitées par transparence, donc comme si elles n'existaient pas. Une société, si vous avez une SPRL qui possède un compte titre, une SRL aujourd'hui, ben, vous ne payez pas la taxe sur les comptes titres. Même chose pour les associations ou les fondations, sauf évidemment lorsqu'il s'agit de construction juridique. Alors, qu'est-ce que c'est que la construction juridique? Eh bien, ce sont des sociétés étrangères non taxées ou peu taxées, des trusts, même s'ils sont taxés à l'étranger, des SICAV unifamiliales, puisqu'on a décidé que si toutes des personnes exclusivement d'une même famille possédaient toutes les parts d'une SICAV, il y avait une construction juridique et par conséquent les comptes titres de ces SICAV sont taxables eux aussi. Et puis il y a, et c'est délicat et c'est préoccupant, les assurances patrimoniales dont le preneur est une personne physique résidente. Donc vous avez conclu un contrat avec une compagnie d'assurance belge ou étrangère, c'est souvent luxembourgeoise, et cette compagnie d'assurance détient un compte titre pour vous dans lequel on a mis les actions qu'elle a achetées dans le cadre de ce contrat, ou voire même parfois dans le cadre d'un fonds dédié, où vous avez dit je souhaite que l'on achète tel type d'action. Eh bien, ce compte titre, il appartient à une compagnie d'assurance. On pourrait se dire, mais voilà, c'est une société, ça n'a rien à voir avec la taxe sur les comptes titres, puisque c'est une taxe qui vise les personnes physiques. Eh bien non, c'est une construction juridique parce que la loi sur les taxes caïman considère que ce genre d'assurance patrimoniale sont des constructions juridiques. Le taux de la taxe, alors au départ, ça ne fait pas peur, 0,15%. Maintenant, il faut quand même se rendre compte que 0,15%, c'est un impôt sur la fortune. C'est vrai, on l'a dit dans la presse, c'est un impôt sur la fortune. Donc, ça ne doit pas se comparer avec des taxes, des impôts sur le revenu, parce qu'ici, on taxe la fortune elle-même, qui parfois, il faut bien le constater, ne rapporte même pas 0,15%. Aujourd'hui, lorsque vous avez un livret de dépôt, je sais bien que ce n'est pas un compte titre, mais si vous avez un compte titre dans lequel il y a des fonds qui rapportent la même chose qu'un livret de dépôt, eh bien, vous allez sans doute en général avoir 0,11. Donc, vous avez un revenu de 0,11, soumis d'ailleurs à l'impôt, sauf si on respecte les conditions d'exonération, et vous payez 0,15. Donc, si on veut comparer cet impôt sur la fortune au revenu, parfois, ben, vous allez perdre de l'argent, mais ce n'est pas la préoccupation du fisc, puisqu'il veut taxer la fortune comme telle, mais seulement celle qui se trouve dans des comptes titres. Comment calcule-t-on ces 0,15? Eh bien, c'est une base imposable qui est égale à la moyenne de la valeur du compte aux 4 points de référence trimestriels. Donc, on va voir ce qu'il y a sur le compte au 31 décembre, au 31 mars, au 30 juin et au 30 septembre, pendant la période imposable. Donc, la première imposable a commencé le 1er octobre 2020 et se terminera le 30 septembre 2021. Le fisc sait que lorsqu'on vote une nouvelle loi, la première préoccupation de la plupart des contribuables, c'est d'échapper à la nouvelle taxe, et donc il a prévu des mesures anti-abus. Premièrement, la mesure anti-abus générale qui existe notamment à l'article 344 du Code des impôts sur les revenus, c'est ce qu'on a appelé la notion d'abus fiscal, est étendue à la matière des comptes titres qui ne se trouvent pas dans le Code des impôts sur les revenus, puisque ce n'est pas un impôt sur les revenus. C'est une première chose, je ne pense pas que ça aura beaucoup de conséquences, mais ça pourrait en avoir parfois. Deuxièmement, il y a une mesure anti-abus spécifique pour la taxe sur les comptes titres qui rend inopposable
au fisc certains actes qui ont été accomplis après le 30 octobre 2020, c'est-à-dire après la date à laquelle on a annoncé qu'il y aurait sans doute une nouvelle taxe sur les comptes titres. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Mais bon, ce sont des choses qui sont quand même, qui auraient sans cela été tellement tentantes que je pense que presque tout le monde l'aurait fait. On aurait pensé à scinder un compte titre en plusieurs comptes titres. Parce qu'enfin, on a un système ici où on taxe les comptes titres au-dessus d'1 million d'euros. Si vous avez 4 comptes titres de 500 000 euros, mais qui existaient comme tels avant le 30 octobre 2020, vous n'êtes pas contribuable. Vous n'avez pas un compte titre d'un million d'euros. Alors évidemment, si vous aviez un compte de 3 millions d'euros au 31 octobre 2020 et que vous dites de ces 3 millions d'euros, je vais faire de ce compte titre 5 comptes titres différents avec chaque fois 600 000 euros, c'est un peu trop facile. Et il faut bien reconnaître que dans ce cas-là, il n'y aurait sans doute plus aucune base à cette taxe parce que tout le monde ferait ça tout simplement. Et donc ce n'est pas autorisé, ou plus exactement, vous avez le droit de le scinder si vous voulez, mais la scission n'est pas opposable au fisc qui peut donc considérer agir comme si vous aviez toujours eu un seul compte. Deuxièmement, vous pourriez vous dire, ah, j'ai des actions de telle société qui sont sur le compte titre. Eh bien, c'est très simple. Je vais, après le 30 octobre 2020, je vais transformer ces titres, les convertir en des actions nominatives, donc ils ne soient plus sur le compte titre. Donc, j'ai rien perdu. J'avais des actions de la société X qui étaient des actions dématérialisées qui se trouvaient sur le compte titre et je les convertis, je demande à la société X, voulez-vous bien, s'il vous plaît, mettre ces titres dans votre registre des parts nominatives. C'est permis, un certain nombre de personnes l'avaient fait pour l'ancienne sur la taxe sur les comptes titres, mais cette fois-ci, ça ne marche pas. Vous pouvez toujours le faire, mais vous serez quand même encore taxé comme si les instruments financiers étaient imposables. Par contre, rien n'empêche de vendre les titres qui sont sur le compte titre et d'acheter sur un autre compte qui ne soit pas un compte titre ou d'acheter en nominatif, bien entendu, d'autres actions. Vous aviez des actions Apple, vous les vendez, ils sont plus sur le compte titre, vous remettez l'argent sur votre compte ordinaire et vous achetez des actions d'une autre société, une société dans laquelle vous pouvez avoir des actions nominatives. Ça, c'est permis, même si vous le faites après le 30 octobre 2020, ce n'est pas visé par la mesure anti-abus spécifique. On peut alors se demander, est-ce que c'est visé par la mesure anti-abus générale? Mon avis personnel, c'est que non. C'est que vous avez encore le droit de choisir vos placements et vous n'êtes pas obligé de garder la même forme. Cela dit, c'est mon avis. Évidemment, il n'y a pas encore de jurisprudence sur la question, donc on est peut-être dans un cas limite, mais qui, à mon avis, doit se trancher en faveur des contribuables. Qui doit payer la taxe? Eh bien, le fisc aime bien avoir des débiteurs solvables et par conséquent, et de ne pas en avoir trop, ça lui fait moins de travail, moins de gens à vérifier. C'est l'intermédiaire belge qui doit déclarer et payer la taxe. Vous avez un compte dans la banque X, la banque X va payer et elle ne va quand même pas vous faire de cadeau, donc elle va évidemment prélever sur votre compte le montant de la taxe qu'elle paye, mais c'est elle le débiteur. Et bon, c'est toujours pratique d'avoir seulement une centaine de banques comme débiteurs, c'est vite contrôlé et en principe, comme ce sont des banques qui utilisent de l'argent qui n'est pas à elles, on a une certaine certitude qu'elles vont vraiment payer et je pense que ça faisait partie, je suis certain, que ça faisait partie des objectifs poursuivis lorsqu'on a décidé que c'était la banque qui était le débiteur. Alors bien entendu, si vous avez une banque étrangère, vous avez une banque en Suisse par exemple, alors de deux choses l'une, ou bien la banque suisse choisit d'avoir un représentant responsable en Belgique qui va faire le paiement pour elle, c'est un service qu'elle rend à son client, ou bien elle n'en a pas, et dans ce cas, c'est vous le titulaire du compte titre,
qui devaient payer la taxe et qui devaient la déclarer via l'application, via MyMinFin du SPF Finance. Et donc, non seulement la déclarer, mais bien entendu aussi la payer. Et bien sûr, en cas de non-déclaration ou de non-paiement, il y a des sanctions. Que conclure? Eh bien, à première vue, cette taxe peut avoir l'air symbolique parce qu'elle a un taux faible. Maintenant, il faut se rendre compte que, sauf erreur, lorsqu'on a voté les premiers impôts sur les revenus, beaucoup de gens ont hurlé parce qu'on leur réclamait 2 ou 3% sur leurs revenus. Vous savez à quel niveau nous en sommes aujourd'hui. Et donc, souvent, il faut bien reconnaître que les impôts, peut-être surtout les impôts directs, ont une vocation détestable, mais une vocation quand même à augmenter systématiquement. Et quand on a commencé à 0,15, il n'est pas du tout exclu que l'on arrive ensuite à augmenter ce taux, parce qu'une fois que le principe est passé, on a fait admettre aujourd'hui aux différents partis de la coalition qu'on pouvait taxer la fortune sous la forme de compte titres. Évidemment, la discussion de principe est passée. Si demain on dit oh, ça ne va pas être 0,15, ce sera 0,18 ou 0,40 ou 0,80, mais il n'y a plus de discussion de principe. On change le taux et c'est tout. Et par conséquent, ce sera beaucoup plus facile à l'avenir de changer le taux, d'augmenter le taux de cette taxe ou d'élargir la base de cette taxe. Et c'est beaucoup plus facile que de faire admettre le principe de la création d'un impôt sur le patrimoine mobilier, ce qu'on vient de faire accepter par le gouvernement. Or, l'accord gouvernemental n'exclut pas la création de nouveaux impôts si c'est dans le cadre d'un contrôle budgétaire. Or, vous savez que le contrôle budgétaire, s'il faut qu'on identifie des trous, ça ne va vraiment pas manquer. D'abord, il y en a toujours eu. Et deuxièmement, dans la situation actuelle, au cours d'une situation de pandémie ou après, mais il sera très facile de trouver des trous qui seront beaucoup, beaucoup plus gros qu'ils n'ont jamais été, bien entendu. Deuxième question à aborder, c'est la taxation des revenus immobiliers étrangers. Alors là aussi, on part d'une décision judiciaire. On avait un système antérieur avec des revenus d'immeubles belges qui étaient taxables sur le revenu cadastral, tandis que les revenus d'immeubles étrangers l'étaient sur une valeur locative réelle et actuelle. Alors, on sait très bien que le revenu cadastral est très inférieur, très inférieur, dans la quasi-totalité des cas, au revenu réel ou au revenu qu'on peut tirer du bien. Et par conséquent, du moins en théorie, il y avait une taxation beaucoup plus lourde pour ceux qui avaient des revenus immobiliers étrangers, même dans l'Union européenne, que pour des revenus belges. Et bien sûr, la Belgique a été condamnée par la Cour européenne Cour de justice européenne parce qu'elle avait établi une discrimination, puisque ceux qui investissaient dans un immeuble belge payaient moins que sur leurs revenus que pour un immeuble étranger. La Belgique a traîné des pieds, a été condamnée, n'a commencé par ne rien faire, suivant une habitude, il faut bien reconnaître. Et donc, il a fallu que la Cour de justice condamne la Belgique à une astreinte par jour de retard si elle ne modifiait pas son régime. Et ce système est très efficace quand on prévoit des astreintes, puisque la loi a été modifiée avec une très grande rapidité, brusquement, et on a opté pour la création d'un revenu cadastral attribué aux immeubles étrangers possédés par des résidents belges. Alors, évidemment, si on avait prévu la même méthode de détermination de revenu cadastral, ça aurait impliqué que nos contrôleurs du cadastre se seraient rendus un peu partout au bout du monde, par exemple sur une île paradisiaque des Bahamas pour aller visiter le bien et fixer un revenu cadastral. On a quand même cherché un système un peu plus efficace que ça, même si je pense que certains fonctionnaires auraient bien apprécié, mais en l'occurrence, dommage pour eux, ils ne vont pas vouloir voyager. Mais tout ça, il faut bien le reconnaître, pour assez peu de monde. Il y a beaucoup de Belges qui ont des biens à l'étranger, mais il y en a très peu qui payent en Belgique des impôts sur les revenus de leurs immeubles étrangers. La Belgique a conclu des traités pour éviter la double imposition
avec la quasi-totalité des pays où il y a un certain nombre de Belges qui possèdent des biens étrangers, des biens immobiliers, c'est-à-dire notamment toute l'Union européenne, la Suisse, les États-Unis et je pense environ 130 pays dans le monde. Et ce qui est prévu dans ces traités, c'est toujours que c'est le pays où se trouve l'immeuble qui peut percevoir l'impôt, c'est-à-dire que les revenus sont exonérés en Belgique, mais il y a quand même une légère influence de ces revenus, puisque lorsqu'il y a une exonération dans un traité préventif de la double imposition, il y a ce qu'on appelle la réserve de progressivité. Alors ces mots barbares signifient que les revenus d'immeubles étrangers doivent être déclarés en Belgique, donc avec le nouveau revenu cadastral qu'on va leur attribuer, qu'ils ne sont quand même pas taxés en Belgique, puisque le traité prévoit une exonération, mais on en tient compte pour déterminer le taux de taxation des autres revenus imposables en Belgique. Vous savez que le barème de l'impôt des personnes physiques est un barème progressif. Et bien donc, pour déterminer, en gros, le calcul c'est un peu plus complexe, la tranche dans laquelle vous arrivez, on va tenir compte du fait que vous avez des revenus imposables à l'étranger, mais qu'on ne taxe pas, mais ça va donc avoir une incidence beaucoup plus faible que si on les taxait, mais ça va avoir une petite incidence sur le taux d'impôt applicable aux revenus belges qui sont réellement taxables. Alors, à quel bien étranger va-t-on attribuer un revenu cadastral? Eh bien, il faut que ce soit des biens immeubles, bien sûr, il faut qu'il soit à l'étranger. Il faut que vous ayez un droit réel qui permette de percevoir des revenus. Donc, que vous soyez propriétaire ou usufruitier ou amphithéote dans les rares pays où la notion d'amphithéose existe, une superficie. Par contre, si vous êtes nu propriétaire, vous n'êtes pas taxable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas droit aux revenus, que tout de même c'est un impôt sur les revenus, donc si vous n'en avez pas, il n'y a pas de raison qu'on vous taxe. Et de même, si vous avez un contrat de location, même si vous imaginez que vous soyez locataire principal, que vous percevez, vous payez un loyer de 10 000 euros et vous parvenez intelligemment à sous-louer pour 15 000 euros, vous n'allez pas être taxé en tant que revenu immobilier sur le revenu immobilier étranger parce que vous n'avez pas de droit réel, vous êtes un locataire principal. Le droit réel doit appartenir soit à une personne physique résidente en Belgique, les sociétés belges échappent à cette taxation, comme elles échappaient à la taxation antérieure d'ailleurs. Les sociétés belges sont taxées sur leurs revenus réels, mais belges, s'il y a une exonération à l'étranger, ça ne va pas jouer, soit à une construction juridique, donc encore une fois, si votre bien situé à Monaco appartient à une société des îles Vierges dont vous êtes propriétaire, il va falloir déclarer le revenu cadastral de votre bien situé à Monaco là aussi. Alors, comment fixe-t-on le revenu cadastral? Alors, on a voulu vraiment éviter la discrimination et on a dit que le revenu cadastral, c'est la même chose qu'en Belgique. C'est la valeur locative du bien au 1er janvier 1975 du bien étranger. Et cette valeur locative, c'est 60% du loyer normal qui pouvait être obtenu à cette date. On est en plein surréalisme. Hein. Donc, vous avez un bien que vous avez acquis en France qui vient d'être construit en 2020 et on vous dit que le revenu, c'est la valeur locative de ce bien au 1er janvier 1975. Il a été construit en 2020 et il y avait sans doute en 1975 qu'un terrain vague à cet endroit-là. Mais c'est quand même comme ça qu'il faut faire. Alors, à défaut, c'est-à-dire souvent, mais ce bien n'avait pas de valeur ou vous êtes tout à fait incapable de voir ce que ce bien pouvait avoir comme valeur à l'époque, eh bien on peut partir de la valeur vénale actuelle de l'immeuble étranger et puis on va appliquer un coefficient correcteur. Ce coefficient correcteur est fixé chaque année par arrêté royal, il est actuellement de 15,036. Alors, je vous le dis, c'est vrai, regardez le texte, on a dit que c'est un coefficient correcteur, mais on n'a pas dit quelle opération il fallait faire pour ce coefficient correcteur. Alors, c'est actuellement, pour 2020, on va diviser par 15,036, qui est censé être la différence de valeur entre 1975 et 2020. On n'a pas dit ce qu'on fait de ces 15,036. Est-ce qu'il faut multiplier, il faut diviser, il faut soustraire? Est-ce que c'est un pourcentage? Personne ne le dit dans la loi, mais on a compris qu'en fait, il faut diviser.
personne ne va se plaindre, c'est toujours mieux en matière d'impôt de diviser que de multiplier. Et donc, vous pouvez diviser votre prix d'achat par 15,036. C'est pas mal, hein, parce que donc, si vous avez un bien qui a été acquis pour 500 000, pour 100 000, il va vous rester une taxation sur 6 000 et quelque chose. On va avoir un petit exemple pratique tout de suite. Et là-dessus, on prend 5,3% qui est le rendement. Là, par contre, c'est un peu généreux. 5,3% qui est le rendement qui est présumé et qu'on ne peut pas discuter. C'est 5,3. Prenons un petit exemple pratique. Vous avez acheté un appartement à Paris pour 1 million, valeur actuelle. L'application du coefficient correcteur, je raisonne en logique, puisque je vous répète, on ne dit pas ce qu'on doit en faire, mais enfin, tout le monde semble avoir compris, et c'est pas trop mal, que c'est 1 million divisé par 15,036 pour l'année 2020. Il vous reste une valeur sur laquelle on calcule le revenu cadastral de 66 507,05 euros. Et de cela, on prend 5,3%, ce qui fait que vous avez 3 524,87 euros que vous devez déclarer et sur lequel vous ne payerez pas d'impôt parce que j'ai bien dit que l'appartement était à Paris et qu'il y a bien sûr une convention entre la France et la Belgique. Et d'ailleurs, vous payez déjà un impôt en France sur ce bien et même peut-être deux si en plus vous êtes soumis à l'impôt sur les biens immobiliers en France qui a remplacé l'impôt sur la fortune. Mais vous avez donc pour un revenu cadastral français de 3 524,87. Et pratiquement dans tous les cas, on va raisonner comme ça. On va prendre ce calcul-là parce que moi, je ne connais personne, mais vraiment personne, qui va pouvoir déterminer la valeur locative d'un bien au 1er janvier 1975, que ce bien soit à l'étranger ou en Belgique d'ailleurs. C'est une pure fiction, bien entendu. On a l'obligation de déclarer, parce que bien sûr le fisc ne peut pas deviner que vous avez un bien à l'étranger et que les conventions d'échange de renseignements ne portent pas sur l'immobilier, ce qui m'a toujours étonné. Les États ne s'échangent pas d'informations sur ce qui serait le plus facile, c'est-à-dire les biens immobiliers. Et donc il faut le déclarer pour les biens qui existent, que vous avez déjà au 31 décembre 2020, il faut déclarer avant le 31 décembre 2021. Pour toute acquisition postérieure, il faut le déclarer dans les 4 mois et il faut le faire non pas dans la déclaration fiscale à l'impôt sur le revenu, donc l'obligation de déclarer d'acquisition du bien doit être faite à l'administration générale de la documentation patrimoniale, c'est ce qu'on appelait avant le cadastre, qui a changé de nom. Bien sûr, il faut aussi déclarer votre revenu cadastral dans la rubrique revenu immobilier d'origine étrangère, et dans l'immense majorité des cas, ce sera revenu immobilier d'origine étrangère exonéré par convention. Mais on en tiendra compte pour la réserve de progressivité. Attention quand même aux effets indirects. Il y a des gens, paraît-il, qui achètent des biens à l'étranger avec de l'argent dont ils ne peuvent pas toujours justifier la provenance. Lorsque vous allez déclarer l'acquisition de votre bel appartement en Suisse, par exemple, il est très possible que le fisc vous dise « Mes félicitations pour votre belle acquisition en 2020, mais tout compte fait, vous avez acheté ce bien avec quoi ?» Et donc, je peux, moi, administration fiscale, taxer sur signe ou indice d'aisance. L'acquisition de votre superbe appartement est un beau signe d'aisance. Et par conséquent, vous allez me dire avec quoi vous avez acheté. Alors, on peut justifier, mais on a l'obligation de justifier qu'on a prélevé sur son compte, par exemple sur son compte titre, parce que comme ça, l'argent n'est plus sur le compte titre, pourquoi pas, c'est une bonne réponse, si c'est vrai, ou bien que vous avez recouru à un emprunt, il y a des tas de bonnes réponses. Vous pouvez aussi dire que vous aviez déjà cet argent l'année passée, mais alors on va continuer à vous demander sur les 7 années à venir, donc jusqu'en 2014, si vous aviez cet argent, parce que s'il est tombé du ciel, cet argent peut être taxé dans le cadre d'une taxation sur signe ou indice d'aisance, comme si c'était un revenu de l'année. Donc c'est très, très, très dangereux. Il faut bien faire attention, outre le risque que si ça fait apparaître de l'argent de provenance criminelle, on peut parler de blanchiment d'argent et l'acquisition du bien immobilier à l'étranger peut éventuellement aussi être un acte de blanchiment. Alors attention, parfois le petit revenu cadastral dont je vous parle, ça peut, en tirant sur les fils, entraîner beaucoup de gros ennuis. Dernier point que j'aborderai rapidement parce que je n'ai plus beaucoup de temps de parole, je crois, c'est les questions des contrôles fiscaux à distance. On avait un système avant la pandémie où le fisc effectuait ses contrôles
sur place lorsqu'ils le jugent nécessaire. Il y a des gens qui n'aimaient pas beaucoup, je dois dire, que le fonctionnaire du fisc venait chez eux. Bon, il n'avait pas le droit de venir sans votre accord, mais enfin, mais il prenait connaissance des pièces sur place. La loi dit sans déplacement. Et il ne peut pas, il peut toujours pas exiger l'envoi de ces pièces au bureau, des factures, etc. Pendant la pandémie, on a supprimé les contrôles sur place pour des raisons qu'on comprend bien. Et le fisc a demandé alors la transmission des pièces par voie électronique. On a compris les raisons, c'est pas pour ça qu'il n'a plus droit à rien du tout. Il n'empêche que c'est pas légal puisqu'on n'avait pas changé la loi, on continue à dire sans déplacement. Et puis, il y a eu des dérives lorsque, auparavant, le fonctionnaire regardait vos documents comptables, vous prépariez tout, et puis il regardait ce qu'il voulait, et éventuellement, parfois, il vous demandait une copie de certaines choses. Ici, puisqu'il ne vient plus chez vous, eh bien, on a vu un grand nombre de demandes de renseignements où on disait, envoyez-moi tout. Vous m'envoyez tous vos livres comptables, toutes les factures, et ça, c'est clairement illégal, et même dans le système antérieur, il n'a jamais été permis de tout demander. Il faut demander ce qu'on a une bonne raison de demander. C'est le principe de bonne administration qui joue. Aujourd'hui, on a un projet de loi pour légaliser cette pratique de manière durable, c'est-à-dire que l'on veut permettre à l'administration de vous dire envoyez-moi telle et telle et telle pièce. Bon, jusque-là, bon, mais ce n'est plus sans déplacement, donc en fait, les fonctionnaires ne devraient plus venir chez vous et ils voudraient que vous envoyiez des documents, mais évidemment, la tentation sera d'autant plus forte, mais ça, ce n'est pas permis dans le projet de loi, pas permis explicitement, de vous demander beaucoup plus de documents qu'on ne le faisait auparavant. Qu'est-ce que ça implique comme risque? Eh bien, d'abord, on va constituer des véritables banques de données. Si chaque année, on vous demande tout simplement, envoyez-moi toute votre comptabilité, tous les documents, ça signifie que le fisc aura à disposition, pouvant être consulté à n'importe quel moment, tous les papiers qu'il vous a demandé d'année en année, et il va constituer une énorme banque de données où il saura pratiquement tout sur vous. Et deuxièmement, le fisc ne viendra pas chez vous. Bon, des gens qui seront contents, d'autres pas. Enfin, nous avons une administration fiscale qui a une attitude en général assez raisonnable et qui ne cherche pas à casser les gens en général. Elle cherche à percevoir l'impôt, ce qui est son rôle, elle est là pour ça, mais elle essaie de le faire de préférence dans le cadre d'un accord. L'immense majorité des fonctionnaires veulent sortir d'un contrôle fiscal avec un accord et s'épargner tout le travail d'un contentieux. Mais pour conclure un accord, ça va quand même beaucoup mieux quand on se voit, quand on est présent, et pas seulement lorsqu'on a une conversation par Teams. Bon, je suis heureux de vous parler par un de ces moyens de vidéoconférence parce qu'on n'a pas d'autre choix, mais je préférerais aussi être présent parmi vous dans une salle, ça vous revenir, j'espère, dans quelques mois, mais pour un contact personnel et conclure un accord, ça risque d'être beaucoup plus compliqué si on doit recourir à des méthodes de vidéoconférence pour parler aux fonctionnaires, et donc c'est une crainte qui est importante. À cela s'ajoute une autre crainte, c'est que l'administration, dans un autre projet, veut généraliser tous les échanges avec les contribuables, en tout cas tous les contribuables professionnels au départ, la communication exclusivement par sa patronne, par sa plateforme qui s'appelle le MyMinFin. Donc, il n'y aura plus de recommandés, il n'y aura plus d'envoi, il n'y aura plus de mail, il n'y aura plus rien. L'administration vous demandera par MyMinFin toutes sortes d'informations et tous les échanges vont se centraliser là-dessus. Là encore, bon, d'abord, c'est une fameuse banque de données, et deuxièmement, qu'on me permette quand même d'exprimer des craintes. Je ne doute pas que le fisc fera tout ce qu'il peut pour sécuriser cette banque de données, mais à partir du moment où les entités les plus contrôlées au monde des services secrets, la NASA, etc., ont fait l'objet un jour d'un hacking, pourquoi est-ce que notre SPF Finance ne le ferait pas aussi? Et à ce moment-là, vous avez tout sur tout le monde, tout simplement, c'est qui est quand même un danger à l'époque où on a enfin compris que les données, c'est quelque chose qui a énormément de valeur
on risque ici, en généralisant systématiquement la concentration de toutes les données sur tout le monde dans le pays sur une seule plateforme, aussi bien sécurisée qu'elle soit, j'ai quand même des craintes qu'un jour des personnages indélicats puissent avoir accès à des données qui sont confidentielles et que le fisc ne révèle pas parce que les fonctionnaires du fisc respectent le secret professionnel qui leur incombe. Comment conclure? Eh bien, nous voyons que les choses bougent, que on ne peut pas se passer de créer de nouvelles taxes, que la pandémie qui a causé des pertes de recettes colossales pour les contribuables, mais aussi pour les pouvoirs publics. Quand on ferme les magasins et les restaurants, il n'y a plus de TVA qui rentre, c'est assez évident. Ce sera un prétexte un jour pour essayer d'augmenter les impôts. Vous voyez que c'est déjà ce qu'on fait aux États-Unis, par exemple. Je crains fort qu'on n'en reste pas à notre petite taxe sur les comptes titres à 0,15%, et puis que par ailleurs, au niveau cette fois des relations entre l'administration et les particuliers, on ait un jour quelques prétextes que l'on tire dans les règles Covid, dans la situation que l'on a connue, pour rendre ce dialogue plus compliqué et avoir une situation où une administration aura encore davantage qu'aujourd'hui une main de fer et peut-être pas toujours dans un gant de velours.